Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Arintingy, qui va nous parler donc de l'expérience, à travers son expérience chez Renault, chez le groupe Renault-Nissan, de la digitalisation. Merci, Monsieur Disson. Je vais vous faire une petite présentation d'une dizaine de minutes pour planter le décor tel qu'on l'imagine chez nous. Voilà. Donc, je vais d'abord juste rappeler le contexte dans lequel on est. On est dans un contexte à la fois de globalisation et d'instabilité de plus en plus croissante de l'environnement. Tout d'abord, on est parti d'un cycle qui était relativement calme, dans lequel de temps à autre il y avait une crise, vers un cycle de crise permanente. C'est-à-dire finalement depuis le début de la décennie 2000, on est dans des systèmes de crise. Il y a eu la crise qui a été juste après le début, j'allais dire, d'Internet. Il y a eu évidemment les crises 2007-2008. Après, il y a eu la crise de la dette souveraine, etc. Et ça nous met dans un état d'esprit comme quoi plus rien n'est strictement pérenne. On est dans un état évolutif permanent. Et je trouve que ce contexte intellectuel et culturel est assez important en matière de préparation des esprits pour accepter finalement les transformations que nous apporte le numérique. Il y a un certain nombre de mots qui apparaissent sur cette planche. J'ai parlé de faillite bancaire, j'ai parlé de la montée et de l'essoufflement des BRICS. Je vais pas remonter sur tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont très importants et qui régulent de façon un peu particulière l'environnement dans lequel nous fonctionnons tous, dans lequel les nouvelles générations vont fonctionner encore plus que les anciennes. Puisque je suis ici, je pense, l'aîné, et que j'ai commencé ma carrière en 1976, c'est vrai que j'ai vécu une période où au début, on pouvait faire des perspectives et se lancer dans un certain nombre d'idées. Mais déjà, moi, j'ai fait 3 métiers dans ma vie. Les nouvelles générations, je pense qu'ils en feront davantage. Autour de ça, qu'apporte le numérique? Finalement, il apporte un certain nombre de choses qui sont un peu contradictoires. Par exemple, il apporte la désintermédiation, mais il apporte aussi de nouveaux intermédiaires. Donc les gens qui disent, par exemple, vous n'avez plus besoin de passer par une agence de voyage pour acheter votre billet d'avion. Vous n'êtes plus obligé de passer par un disquaire pour accéder à de la musique. Vous n'êtes plus obligé de passer par un libraire pour accéder à un bouquin. En réalité, tout ce qu'on a fait, c'est transférer des intermédiaires vers d'autres intermédiaires. Et donc la désintermédiation, en réalité, ce n'est autre qu'un transfert vers de nouveaux acteurs, vers de nouveaux entrants. Vous achetiez jadis chez un disquaire, c'est passé à la FNAC, aujourd'hui c'est Amazon. Et désormais, c'est iTunes. Et donc, effectivement, il y a cette évolution dans laquelle il y a des acteurs qui chassent d'autres acteurs. J'ai marqué ici premium low cost. C'est-à-dire, en parallèle, vous avez ce désir de plus en plus fort d'accéder à des offres, entre guillemets, bon marché. Quelque part, il y a des gens qui payent le bon marché. Et puis, de notre côté, il y a une montée forte du premium. Vous le voyez dans les services, vous le voyez dans les avions, mais vous le voyez aussi dans les voitures. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il va y avoir de plus en plus, on passe de l'ère du dromadaire à celui du chameau, c'est-à-dire qu'on passe d'un système où nous avions une bosse, les volumes étaient sur l'offre moyenne, vers des volumes qui passent sur l'offre de début et sur l'offre de fin, avec l'offre intermédiaire qui est un peu ratatinée. Et tout ça est aussi permis par l'environnement ainsi que par l'offre technologique. Alors il y a des mots que j'ai mis là-dedans, mais on y reviendra. Je sais que Jean-François va nous parler. J'ai mis le mot agilité, mais je ne vais pas rester là-dessus. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on reviendra dans le débat. Ce que je voulais dire, c'est qu'une entreprise comme Renault, et là je vais vous parler de l'expérience Renault, l'entreprise de Renault, qui sont les clients de Renault? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas les personnes qui sont dans la salle ou qui m'écoutent sur YouTube. Ce sont les concessionnaires ou les succursales où vous allez acheter vos voitures. C'est ça, nos clients, jusqu'à maintenant. Désormais, grâce, comme vous voulez, du digital, le client, c'est le client final. C'est vous, désormais. Et donc, on passe à un modèle qui est B2B2C, et non plus à un modèle B2B comme on l'avait jusqu'à présent. Mieux que ça, le fichier client final, la connaissance du client et de son expérience, et donc les mots qui apparaissent, etc., font que ça transforme
qui est le sujet de notre discussion cet après-midi, qui transforme effectivement les processus de l'entreprise. Donc, je vais vous montrer comment était la chaîne de valeur de Renault, comment elle était modélisée, comment elle est modélisée aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Elle est en fait modélisée de façon un peu verticale, avec 3 strates horizontales qui sont d'un côté les processus de type gouvernance et stratégie, c'est-à-dire finalement les processus autour de la décision. En dessous, vous avez les processus support. Et en vertical, dans ce qu'on appelle les opérations, c'est-à-dire les processus opérationnels, vous avez des processus qui, peu ou prou, épousent l'organisation de l'entreprise. Ce sont des processus par silo qui présentent l'avantage d'être efficaces. Donc on est quelque chose qui est assez efficace, mais qui ne permettent pas forcément la transversalité. Le numérique, c'est quand même beaucoup autour de la donnée, et donc finalement la capacité à partager des données entre des choses différentes. Et donc, à la vitesse à laquelle nous progressons, nous sommes quand même une entreprise qui a 120 ans d'âge, donc qui est très fière des processus standards que nous avons, du fait qu'ils sont effectivement d'ores et déjà robustes, etc. À un moment donné, on s'est dit, ce n'est plus possible. Il faut impérativement repositionner ce client final, celui qu'on ne touchait pas jusqu'à présent, celui dont on avait une vraie connaissance quand même malgré tout sur ses attentes, mais qu'on ne connaissait pas individuellement. Il faut qu'on repositionne nos processus autour du client. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons commencé. Ce que je vous montre est une ébauche. Je vous montre l'architecture des processus de bout en bout. Alors on a écrit ça en français. Pour les gens qui ne comprennent pas le français, ça se dit end-to-end. Voilà. C'est comme le mot digital qu'on utilise plus volontiers que le mot numérique, alors qu'ils veulent dire strictement la même chose. Et vous voyez que si on oublie les processus horizontaux d'en haut et d'en bas, les processus intermédiaires sont des processus qui vont traverser l'organisation de l'entreprise pour pouvoir finalement dire « je définis pour concevoir, je promeus pour vendre, j'achète pour provisionner, je fabrique pour distribuer et je livre pour facturer ». Alors ça a l'air d'être une simple entourloupe ou éventuellement de la sémantique. Évidemment non, parce que ça transforme les cultures. Je vous l'ai dit au début, et j'insisterai éventuellement pendant le débat, le numérique, ce n'est pas que la technologie au bout des doigts, c'est aussi une transformation dans les esprits. Voilà, et on reviendra plus tard sur quels sont donc les freins à la numérisation de la société. Et vous voyez que quand on regarde dans l'autre sens, on vend des véhicules neufs au réseau, au client final, aux grands comptes et importateurs. Vous voyez que le client est rentré, vendre des services aux clients finaux. On est rentré, effectivement, on a fait rentrer, à la minute où je vous parle, le client final, parce que, effectivement, le numérique nous permet de mieux le connaître, lui personnellement, et sa propre expérience. Et on va suivre son expérience depuis le moment où il rentre sur notre site jusqu'au moment où il rentre dans la concession pour acheter et jusqu'à finalement le moment où il arrive à sortir avec sa voiture et pendant la durée de vie de son expérience avec la voiture, on va pouvoir le suivre petit à petit. Je voulais dire que ça, c'est un des principaux impacts au niveau global de l'entreprise. C'est dans mes équipes, puisque j'ai la direction de l'organisation dans mes équipes, c'est dans mes équipes qu'on traite effectivement cette transformation de l'approche par les processus. Voilà. Alors je voudrais maintenant vous donner un exemple beaucoup plus concret en vous montrant la succession des principaux projets véhicules chez Renault sur le dernier quart de siècle. Alors, vous voyez là-haut, d'abord qu'on est parti, on a changé déjà l'organisation. On parlait de projet, maintenant on parle de programme. Et les évolutions d'organisation de l'ingénierie, qui au départ faisait des produits, c'est-à-dire une voiture, et qui à un moment donné fait ce qu'on appelle du produit process, c'est-à-dire non seulement la voiture, mais aussi la façon dont on peut construire la voiture sur la chaîne de fabrication. Et donc si une voiture est géniale, mais qu'elle n'est pas fabricable, ce n'est pas utile. Et donc effectivement, il y a eu, à peu près autour de l'année 2000, il y a eu cette transformation de l'ingénierie produit en ingénierie produit-process. Voilà. Et il y a eu aussi, bien entendu, une convergence pendant ce temps-là des fonctions achats de Renault et de Nissan, parce que vous savez que nous sommes alliés avec la maison Nissan.
Donc vous voyez là-haut le sigle Renault-Nissan. Et vous voyez que en violet, vous voyez 3 méthodes de travail. Une qui s'appelait delta, une qui s'appelait E égale MC2, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne posais pas la question, et une enfin qui s'appelle V3P, qui est la dernière en date, qui est celle que nous utilisons. Et enfin, et je reviendrai après sur la page d'après sur ce que ça a comme impact, GW1 veut dire Go with One, c'est-à-dire c'est le moment où on fige les caractéristiques stylistiques, architecturales et fonctionnelles de l'objet à développer. Alors l'objet à développer est un véhicule, mais ça peut être un moteur aussi. Hein. Voilà. Et donc Go with One, c'est important, c'est-à-dire c'est le moment où on n'a plus en fait qu'un seul style. Et au début, quand on a conçu une voiture, on peut avoir 2, 3, 4 choses différentes. Et la deuxième chose que vous voyez, après le Go with One, vous voyez AF qui veut dire autorisation de fabrication. Alors dans un univers qui malheureusement s'anglicise beaucoup, MA veut dire la même chose que AF, ça veut dire Manufacturing Approval. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, que s'est-il passé? Quand nous étions avec la méthode Delta, on a toujours la même chose. Hein. Quand vous regardez ça, on a toujours une phase amont, avant le pré-contrat. Ensuite, on a une partie qui est entre le pré-contrat et le contrat. Ensuite, vous avez des études détaillées qui vont vous permettre d'arriver à la réalisation des outillages et du programme pour arriver in fine à un accord de fabrication. Alors, lorsqu'on est dans la partie en haut, dans la partie delta, il nous faut entre le pré-contrat et le contrat, il y a 7 mois. Ensuite, il y a 20 mois entre le choix design, c'est-à-dire le contrat, et les réalisations des outillages programmes. Mais enfin, il y a 17 mois à la fin. À l'arrivée, ça fait 44 mois. Vous voyez, quand on est en 23P, on est passé à, entre Go with One et Manufacturing Approval, on est passé à 29 mois. Il y a eu 15 mois de moins. Ces 15 mois de moins, c'est une véritable performance. Elle est une performance en délai, elle est une performance en coût. Elle est permise par le digital, puisque on est passé finalement du physique au numérique. Alors les pastilles noires que vous voyez là-haut correspondent à des vagues de prototypes physiques, c'est-à-dire on construit à l'ingénierie, pas dans les usines, dans les équipes d'ingénierie. Pour ceux qui connaissent la région parisienne, c'est à Guyancourt que ça se passe depuis, en gros, l'an 2000. On construit physiquement des prototypes qui, au début, sont en résine, ensuite en bois, et à un moment donné, ça devient effectivement des machins avec de l'acier, un vrai truc. Voilà. Et puis, vous voyez là, le nombre de ces pastilles noires a diminué parce qu'il y a des pastilles bleues. Les pastilles bleues sont des revues de maquettage numérique, c'est-à-dire on ne fabrique plus rien, on est sur des grands systèmes et des grands écrans. Et effectivement, il y a une revue numérique. Donc une revue numérique est organisée par ce qu'on appelle un architecte, l'architecte de la voiture, hein, mais c'est finalement la même fonction que l'architecte d'un immeuble. Elles réunissent ce qu'on appelle chez nous les pilotes fonctions élémentaires, les ingénieurs synthèse technique, les pilotes prestations clients, les géomètres, les monteurs. Tout le monde est dans la même salle, regarde le même objet. Bien entendu, l'objet tourne dans tous les sens. On est capable de rentrer à l'intérieur, de zoomer, d'ouvrir la porte. Enfin, on est dans une véritable maquette, mais elle est numérique. By the way, ça ne date pas de l'année dernière, hein. C'est-à-dire le numérique n'est pas né l'année dernière. Vous voyez que quand on est dans la partie E égale MC2, ça c'était la méthodologie qu'on a utilisée entre 2003 et 2010, donc c'était déjà à cette période-là. Alors, chacun des noms que vous voyez là, RN1, RN2, etc., correspond à une étape, hein, fige les volumes à louer, confirme que le style est faisable, qu'il est finalisé et figé, que les pièces sont bonnes, etc. Les impacts permis grâce à cette numérisation, grâce à ces maquettes numériques, ils sont à la fois sur le délai, parce que les boucles de rétroaction sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus fréquentes, et on est capable de réagir, la capacité de réaction, la réactivité. Je vous rappelle qu'il y avait le mot agile dans ma première planche. C'est beaucoup plus rapide. Mais deuxièmement, ça n'a pas qu'un impact sur le délai, ça a aussi un impact sur le coût. Parce que les supports physiques tardifs, ce que vous voyez à la droite de la planche, ils sont moins chers que les supports précoces parce que les pièces qu'on met dedans sont des pièces série et donc pas des pièces prototypes. Et donc ça nous permet effectivement d'arriver plus rapidement à la voiture que vous attendez et que j'espère que vous allez acheter rapidement, cher monsieur Disson. Voilà. Eh bien, je vous remercie.